Donc là, on va parler de prévention aujourd'hui. Il se trouve que j'ai pas mis de ponctuation. Mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce qu'il faut un point d'exclamation? Est-ce qu'il faut un point d'interrogation? J'en sais rien. Vous mettrez ce que vous voudrez à la fin, quand vous aurez tout écouté. Mais le fait est que... vous allez voir. Alors là, il faut que j'aille là, c'est ça? Et je fais comme ça. Alors, on a toujours l'habitude de dire la prévention depuis quand? On a l'impression qu'on en fait tous les jours. Hein. Vous, moi, attention aux enfants qui ne se brûlent pas, attention à celui qui va traverser une voiture, etc. Mais depuis quand on a eu envie d'essayer de prévenir un certain nombre de choses? Alors il y a Hippocrate, évidemment. Hippocrate qui avait décrit quand même très rapidement une colite un peu particulière qui était là. Non, on savait pas que c'était... Il ne savait pas que c'était dû au plomb, mais il avait fait un parasite et l'utilisation des métaux. En Égypte, il y avait un individu qui s'occupait des ouvriers qui travaillaient sur les pyramides. Les Romains, c'est autre chose. Je vais très vite, hein, c'est juste pour introduire. Les Romains, c'est autre chose, puisqu'il y avait un médecin spécialisé pour les... Ça te fait mal aux oreilles? C'est Yann. Et il était spécialisé pour les gladiateurs, et il fallait qu'ils soient en bonne forme, il fallait qu'ils mangent bien, etc. etc. Là. Voilà. Bon, je vous mets quelques dates là, hein, peu importe, pour les historiens. Arnaud de Villeneuve, qui au XIIe siècle avait décrit les premières manifestations chez un certain nombre d'ouvriers, je ne sais pas quoi, mais il savait qu'il avait écrit que dans certains métiers, il y avait mal au coude, etc. Henri IV, alors Henri IV, il fait un truc très curieux, il garde une partie des sous de la vente des mines pour payer un chirurgien et pour indemniser les ouvriers malades. Ramazzini, c'est le premier qui a écrit, en 1700 exactement, c'est le premier qui a écrit un bouquin qui s'appelle Pathologie chez les artisans. Donc il y a un répertoire de maladies. Pott, le chirurgien anglais, le mal de Pott. Hein, le mal de Pott, c'est la tuberculose osseuse. Il met en évidence que le goudron entraîne un cancer. Et il le montre chez les comment ça s'appelle? Les ramoneurs. Et il l'a montré de façon... alors il y a le poumon et il y a la vessie, qui sont les deux cancers du ramoneur connus depuis cette époque. Bon, après, j'ai remarqué deux ou trois petites choses. La législation du travail des enfants, c'est 1841 dans les textes. La publication, ça a été une centaine d'années après, hein, quasiment. Enfin non, pas vrai. En 1896, c'est la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. En 1906, la création du ministère du Travail. Et en 1946, en même temps que la sécurité sociale, la création de la médecine du travail. Donc, quand on dit prévention, on est obligé de parler d'épidémie. Et les épidémies, peut-être que dans deux ou trois siècles, celui qui viendra ici à l'UPE, qui j'espère continuera encore, viendra parler de prévention, il parlera en plus de l'épidémie du Covid. Mais la quarantaine a été très très vite connue, c'est la prévention par l'exclusion, d'une certaine façon, des pathologies infectieuses, en rendant la contagion impossible et donc la disparition de la maladie. Alors pourquoi ce nom de quarantaine? Là encore, Hippocrate, les gens sont grands défenseurs de ça. D'autres pensent que c'est Pythagore, parce que pour lui, le chiffre 4 c'était mythique pour lui. Et puis, plus simplement, c'est peut-être le carême, et là, dans la religion chrétienne, avec Jésus-Christ. Enfin, dans tous les cas, c'est de toute façon, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, qu'on bouge, et ça continue maintenant. Hein. Tant qu'il n'y a pas de catastrophe, on ne bouge pas beaucoup. Alors, on va vous citer deux ou trois petites choses. La lèpre qui est connue depuis le Moyen-Âge, qui n'est pas une maladie, qui n'est pas une maladie très... Quand on a un contact prolongé avec un individu lépreux, on peut attraper la lèpre. Au Moyen-Âge, elle avait une connotation un peu religieuse. C'est parce que notre âme était... l'âme était perdue que les gens attrapaient la lèpre. Et il y avait, à la sortie des villes, des endroits où on mettait les lépreux.
De même qu'il y avait des léproseries déjà dans d'autres pays, notamment en Afrique, ça a duré très très longtemps. Il y a encore des foyers de lèpre actuellement, hein, soit en Amérique du Sud, soit vers la Thaïlande. Alors le pire, ça n'a pas été ça, ça a été la peste noire. La peste noire avec un isolement total des pestiférés, avec la première quarantaine en 1377 qui est, comment dirais-je, c'est les politiques de Raguse. Alors je ne sais pas comment on les appelait, si c'était des députés, des maires, c'est les politiques de Raguse qui décident qu'il y aurait une quarantaine. Raguse, c'est sur l'Adriatique, c'est Dubrovnik maintenant. Et ça va être repris par Venise parce que Raguse était sous protectorat vénitien. Donc, 1377, il y a la moitié de l'Europe qui, en 40 ans, va disparaître à cause de la peste. On ne se rend pas bien compte, c'est énorme. Mais on arrive, grâce aux quarantaines, à limiter la casse. Il y a une deuxième vague à Marseille en 1720, à cause de bateaux qui viennent du Moyen-Orient et qui vont rester à quai, qui vont rester en quarantaine à l'extérieur de Marseille pendant plus de 40 jours avant qu'ils aient le droit de... Et ça a donné lieu à un procès retentissant à l'époque, puisque le capitaine n'avait pas fait ce qu'il fallait. Enfin, la dernière chose, c'est le choléra. Il y a eu plusieurs épidémies de choléra. Oui, il y a eu à Paris en 1854. Bon, il y a un certain nombre de morts, parce que le choléra, ça va très vite par rapport à la peste qui est... Enfin, ça va aussi assez vite par rapport à la maladie d'avant. La lèpre. Il y en a 3 qui suivent. Par rapport à la lèpre, c'est vrai que c'est extrêmement lent, puisque la division se fait lentement. Celui qui trouve le vibrion cholérique, c'est Koch, ou Cor. C'est celui qui va trouver le bacille de la tuberculose. Dans les mêmes années, puisque en 1880, on va revenir là-dessus. En 1920, eh bien, on commence à inscrire au comité d'hygiène de la Société des Nations un certain nombre de maladies, dont le choléra. Et puis après 1940, c'est l'OMS qui prend le contrôle international des grandes pandémies, avec une déclaration obligatoire en 1951, peste, fièvre jaune, variole et typhoïde. Voilà. En fait, au XVIIIe et XIXe siècle, on connaît beaucoup de maladies, on a des descriptions bien claires des maladies, on connaît éventuellement leurs mécanismes, mais on est incapable de les soigner. Il est impossible de les soigner parce qu'on n'a pas les médicaments qu'il faut, on ne sait pas les utiliser, et c'est là que vient la fameuse formule « mieux vaut prévenir que guérir », et même s'il y en a qui ont essayé de tirer la couverture, peu importe. Les Chinois ont dit que c'était eux qui avaient inventé la formule, les Japonais ont dit que eux disaient qu'il valait mieux avoir un bâton plutôt que de tomber, enfin bon, tout ça veut dire la même chose. Et on avait simplement des techniques de lutte qui vont être assez simples finalement. En dehors de ce qu'on a vu auparavant lorsqu'il y avait des épidémies, eh bien là, on essayait de voir les conditions de travail et les comportements des individus. On a commencé à travailler sur les comportements et de s'apercevoir qu'il y avait un lien entre la situation sociale et l'état de santé des individus. La tuberculose, finalement, ça va être un bon exemple. La tuberculose, le bacille de Koch, toujours par le même mec, est mis en évidence en 1880. L'agent est donc connu, mais on ne sait pas le tuer. Donc, on est bien embêté. Et la lutte contre la tuberculose porte sur l'environnement des populations. Et on va jouer assez peu sur les conditions de travail. Peut-être qu'on aurait dû le faire quand on regarde dans l'histoire de la médecine. Les mesures se concentrent surtout sur l'habitat. On insiste sur le ménage, sur l'hygiène et sur les crachats. J'ai marqué partout qu'il ne faut surtout pas cracher, et pas cracher n'importe où, c'est vraiment pas bien, avec une grande culpabilisation. Et puis on a un discours très moralisateur, puisqu'on va dire, et c'est écrit, on peut retrouver les textes, on prête aux tuberculeux un penchant pour l'alcool, et une prédisposition au plaisir vénérien. C'est écrit comme ça, et ils finissent en disant que la tuberculose probablement ne s'attrape que sur le zinc. Il est dit également comme ça. Donc vous voyez que, n'empêche que c'est la première fois que la collectivité va s'emparer d'une maladie, va s'emparer d'une question de santé, et qu'on va directement interpeller les individus pour qu'ils se protègent. Ça va être alors la mise en place d'un double dispositif que vous connaissez. Ça va être les dispensaires. Il y a eu des dispensaires
qui sont apparus très rapidement et qui ont existé jusque dans les années 65-70. Dispensaires où on essayait de voir toutes les familles de tuberculeux. Et puis c'est la création des sanatoriums. Les sanatoriums qui sont finalement les hôpitaux pour tuberculeux et qui étaient plus fréquents à la montagne, à l'air pur, enfin, etc. En fait, on pourrait dire que l'organisation actuelle de la santé découle de tout cela. On voit bien, on découvre une maladie, on arrive à en faire le diagnostic, on n'arrive pas à la traiter, mais on essaye de la juguler comme on peut. Alors rappelez-vous, pour les moins jeunes d'entre nous, pas dire les plus âgés, pour les moins jeunes d'entre nous, est-ce que vous vous rappelez que quand vous étiez gamin, vous alliez vendre des timbres antituberculeux? Il y a plein de gens qui l'ont fait. Il y avait une espèce de compétition à l'école. T'en veux combien? Dis, t'es sûr que tu vas les vendre? Oui, oui, monsieur, je vais les vendre. Donc il y avait une compétition, on allait vendre ces timbres antituberculeux. Et puis on faisait des affiches. L'affiche que je vais vous montrer, elle date de 1912. Enfin, c'était avant la guerre. Elle est absolument splendide. Voilà l'affiche, un grand fléau, la tuberculose. Ils n'hésitaient pas, puisque sur le côté, on a quand même la mort avec la faim. Et on a des familles, on montre des pauvres en train de... Un pauvre chien, enfin tout est terrible. La tuberculose. Et puis, il va y avoir un personnage important qui va apparaître à cette époque, c'est la visiteuse d'hygiène. Et comme vous pouvez le voir, c'est très, très républicain, ça fait très révolutionnaire. La visiteuse d'hygiène vous montrera le chemin de la santé. Elle mène une croisade contre la tuberculose et la mortalité infantile. Soutenez-la. Ça, c'est 1912, placardé un petit peu partout. Et c'est la création d'un corps de métier de femmes qui vont aller dans les familles où il y a la tuberculose, de façon à aider les gens, à leur expliquer un petit peu mieux l'hygiène, et puis à donner les premiers soins et éventuellement aider également les enfants. Ce qui fait que dès 1923-24, ils se sont dit, on fait du social, on fait du médical, peut-être ça pourrait s'appeler assistante sociale, et c'est la création des assistantes sociales qui ne verra le jour qu'en 1938. Donc là encore, pendant 10 ans, il n'y en aura pas. Même si la volonté était celle-là. Alors je vais vous raconter 2 histoires de prévention. Peut-être vous les connaissez. La deuxième peut-être, pas la première. Le docteur Pinard, 1860-1870, est un grand gynécologue accoucheur parisien. Il est à Port-Royal et il est dans un quartier de laveries, qui sont des laveries industrielles. Malheureusement, ces laveries... Alors, les femmes qui y travaillent ont le gîte et le couvert à l'intérieur de l'entreprise. Sauf que quand elles sont enceintes, elles sont virées. Et elles sont virées plutôt vers le 6e mois, enfin, quand on commence à se voir, quoi. Et comme M. Pinard est en plus député de Paris, il décide de leur donner le gîte et le couvert à Paris jusqu'à l'accouchement. Il est extrêmement surpris, parce qu'il fait ça pour un certain nombre de femmes, et il est extrêmement surpris, et il va dire cette phrase assez étonnante: « Je ne comprends pas, ces femmes accouchent comme des bourgeoises. » Voilà ce qu'il dit. Ça voulait dire simplement que la population générale, il y avait un certain nombre d'incidents et accidents, et que les bourgeoises avaient moins d'accidents et accidents, la classe sociale n'étant pas la même, mais que ces femmes qui avaient arrêté de travailler pendant 2 ou 3 mois avant l'accouchement, elles étaient comme les bourgeoises, quoi. Et il a demandé à ce qu'il y ait un congé maternité. C'est le premier qu'il a demandé. Il le demande dès 1880, il le demande. Ils obtiendront gain de cause en 1909. Le congé de maternité sera acté pour toutes les Françaises qui vont accoucher. Alors on voit bien que là c'est finalement une mesure non sanitaire, un arrêt de travail, va avoir des conséquences sanitaires majeures. C'est de la prévention. La deuxième histoire, c'est le docteur Semmelweis, qui est en 1846 est chirurgien en Autriche. Il est chirurgien et accoucheur. Et il s'aperçoit qu'il y a 2 salles dans la structure où il est. Il est chez monsieur le professeur Klein, qui lui en voudra toute sa vie. Vous allez voir. Il y a 2 salles. Il y a une salle où, ma foi, les femmes, là encore c'est une histoire de femmes et de femmes enceintes. Il n'y a pas trop de problèmes en périnatalité. Enfin, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y en a. Mais il y en a dans ce qui est considéré comme la normale à l'époque. Je ne sais pas les chiffres. Et puis il y a une deuxième salle à côté où il y en avait 4 fois plus. Une mortalité considérable. Ça dure plusieurs mois. Et il s'aperçoit en fait que les internes
Et les médecins qui travaillent l'après-midi dans ce service où ces accouchés ou pré-accouchés vont avoir des problèmes, le matin font des dissections. Ils font des dissections, mais ils n'ont pas de gants à l'époque. Donc ils font des dissections et l'après-midi ils vont accoucher. Donc on voit bien qu'il se met en colère, hein, et il va inventer deux choses. Enfin, il va inventer deux choses. Il décrit la première maladie nosocomiale, attrapée à l'hôpital, avec du personnel de l'hôpital. Et la deuxième chose, je ne veux pas dire qu'il invente le savon, mais il utilise le savon et il va transformer les choses en inventant la sepsie. Ça aussi, c'est de la prévention. Ces deux histoires sont simples. Alors, on a deux façons de définir la prévention. Soit on a une vision extrêmement médicalisée, c'est plutôt ce que... Enfin, non, je ne prendrai pas parti. C'est la prévention de quelque chose et d'une maladie, et c'est avant la maladie, ou au début de la maladie, ou tout de suite après le début. C'est ça la prévention médicalisée. On va essayer de sauter sur les gens avant que la maladie n'apparaisse, ou quand elle est juste apparue. Et on va voir qu'on y arrive. Hein. Et puis il y a une vision qu'on appelle vision positive, qui est celle de l'OMS, qui est un petit peu différente, puisque l'OMS va définir la bonne santé, et pas du tout la prévention, même si c'est une logique de prévention. Hein. L'OMS va dire, la bonne santé, c'est un bien-être médical, social et mental. Ça existe toujours, hein, ils disent toujours la même chose. On est sur une logique de qualité de vie, qui est finalement une logique de prévention. Finalement, c'est entre le début du 19e et le début du 20e que l'espérance de vie va augmenter, et ce grâce à la prévention. Et vous allez comprendre tout de suite, c'est assez simple à comprendre. Ça a été une transformation considérable. Il y a évidemment la gloire des premières vaccinations, qui était très spectaculaire, avec une diminution notable des maladies comme la variole en particulier. Et puis, il y a une amélioration de l'hygiène. Les gens utilisent le savon, ils ne l'utilisaient pas vraiment avant. Il y a une amélioration de la qualité de l'eau. Il faut savoir qu'à Paris, l'eau, c'était des porteurs d'eau, avec une eau qui croupissait quelques fois pendant un certain temps avant d'être livrée. Il y a la qualité des aliments. Au XIXe siècle, ou au début du XXe siècle, les toxicants infectieux alimentaires étaient quelque chose de considérable, avec un nombre de morts absolument fou, quoi. C'était une des premières causes de mortalité. Il y a eu bien les congés de maternité, puisque je l'ai dit tout de suite avant, donc on ne va pas... Mais il y a aussi des mesures non sanitaires. Alors on pourrait rajouter la modification de l'habitat, la sécurité routière. Tout ça fond. On dit fond? Oui. Tout ça fond, ça fait pas joli. Tout ça fait? Ouais, tout ça fait. Tout ça fait des gains en années de vie. Et puis on va aller un petit peu plus loin. Si on va plus finalement dans ce que dit l'OMS, eh bien, ça peut être aussi la prévention des dépendances. Si on améliore la vision des gens qui ne voient pas bien, l'ouïe des gens qui n'entendent pas bien, si on évite l'exclusion, si on prend des gens qui ont des accidents vasculaires et qu'on leur fait une rééducation tout de suite après, eh bien, j'aime bien cette phrase, là c'est l'inverse, on va donner de la vie aux années, c'est-à-dire que les années qui restent à vivre, on va leur donner de la vie, et on ne va pas laisser les gens dans l'exclusion totale. C'est aussi de la prévention. Et le message qu'il faut retenir là, c'est qu'on peut mesurer actuellement, enfin, on peut mesurer d'une façon générale les maladies, on sait le faire, mais nous ne sommes pas capables de mesurer la prévention, parce que si on veut aller au fond des choses, la prévention, c'est ce qui n'arrive pas, par définition. Et la prévention, normalement, est une médecine sans malade. Si on est efficace, il n'y a plus de malade. C'est ce que disait la Révolution française. Hein. Il ne parlait pas de prévention. Il disait qu'on ne devait plus avoir de malades à cause de la Révolution. Alors, il y a deux types de prévention. Trois. Il y a ce qu'on appelle la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Alors j'ai été extrêmement provocateur en mettant la vaccination en premier. Non, on va mettre s'occupe d'individus sains en premier. Ça, c'est la prévention primaire. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien eu et auquel il faut faire de l'information et montrer qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont peut-être pas extraordinaires pour éviter justement l'apparition de la maladie en prenant des mesures générales. Ça, c'est ce qu'on fait
quand on dit, enfin, en tous les cas, de mon point de vue, c'est ce qu'on essaye de faire pour les enfants. En effet, si on prend l'alcool et le tabac, on va rentrer dans le dur après. Le tabac et l'alcool, si on veut avoir une prévention primaire, il faut essayer de leur faire de l'information avant qu'ils n'aient pris de tout ça. Ce qui n'est pas simple, hein, vous allez voir. Enfin, je peux vous donner des exemples. C'est quand même basé sur l'information. Quant au vaccin, eh ben, la vaccination, c'est plutôt quelque chose de bien. C'est une vraie prévention primaire. Mais il faut faire en sorte que le vaccin ne donne pas d'effets secondaires, parce que sinon, les gens n'ont aucun intérêt à aller se faire vacciner. Mais on est par ailleurs dans le pays de Pasteur. On a beaucoup de vaccins. Il est difficile de pondre un calendrier vaccinal à peu près cohérent. On a le plus important du monde. Hein. C'est vrai qu'actuellement, il y a la résurgence de certaines maladies comme la rougeole. On va revenir sur la rougeole. La rougeole, depuis 2 ou 3 ans, il y a des morts en France parce qu'on ne vaccine plus les enfants contre la rougeole. Et il faut essayer de comprendre les obstacles à la vaccination si on veut avancer les choses. Autrement dit, il faut écouter les antivax. Il se trouve que là, il y a eu le Covid et on en a parlé un peu plus. Mais... Par exemple, ça peut être un obstacle financier. Je vous donne juste cet exemple, le papillomavirus, qui est un vaccin qui évite en fait le cancer du col de l'utérus. Si les jeunes filles n'attrapent pas de papillomavirus, ils n'auront pas de pré-cancer du col de l'utérus et donc pas cancer de l'utérus. C'est très cher. Actuellement en France, si on veut une vaccination complète, c'est 350 balles. Quoi donc? C'est absolument pas gratuit. C'est absolument pas gratuit. Ou alors c'est très récent. Ou alors c'est très récent. Hein. Non mais attendez, je suis peut-être un vieux schnock et ça date de 2 ans peut-être ce que j'ai écrit là. Donc, Alors, il y a une désaffection progressive quand même pour les vaccinations. Alors la première réflexion c'est à quoi ça sert de se vacciner si la maladie n'existe plus? C'est une réflexion qu'on peut entendre. Après tout, la diphtérie, la poliomyélite, ça n'existe pratiquement plus. On continue à vacciner. Ben, on continue à vacciner parce qu'il y a encore... Pardon? Oui, c'est normal. Parce qu'il y a encore des petits foyers dans le monde, pas en France. Mais il y a encore des petits foyers dans le monde. C'est quand même nécessaire, même si la maladie est rare, elle existe. Et puis, dans les lobbies anti-vaccins, on est obligé de citer ce connard d'anglais chirurgien qui, il y a une 30aine d'années, avait publié dans une grande revue scientifique le pendant entre la vaccination contre la rougeole et l'apparition d'un autisme. C'est évidemment complètement faux. On y a cru, tout le monde a plongé dedans. Ça laisse des traces, quoi. Ce genre de choses laisse des traces. Il y a des gens qui disent que ça donne toujours de l'autisme. En fait, il a été rayé de toutes les listes des médecins, il est planqué au fond des États-Unis, je ne sais pas où. Et ses papiers ont été pipés, quoi. C'était faux. Tout était faux. Enfin, on est prêt à tout de temps en temps quand on veut publier des choses. On a notre pendant avec l'hépatite B. Rappelez-vous la polémique entre l'hépatite B et la sclérose en plaques, qui existe toujours. Moi, je trouve ça fou. Hein. Quand on prend... quand on fait... Tout montre que c'est évidemment pas vrai, et que... Il est clair que la sclérose en plaques se déclare... je ne sais plus quelle est son incidence, mais c'est quand même assez peu fréquent. Mais le nombre de vaccinés à l'époque était tellement important que, ben, voilà, la sclérose en plaques, il y en a peut-être une qui se déclare tous les... J'en sais rien, je ne me rappelle pas des chiffres, mais qui se déclare peut-être en France, il y en a une tous les 2 jours ou une tous les jours. Parmi ces gens-là, il y en a bien un qui aura été vacciné 2 jours avant. Mais comment dirais-je, toutes les études montrent qu'il n'y a pas du tout d'incidence. Les méta-analyses en particulier. Quant à la tuberculose, on est en train de se demander une chose. On se dit la tuberculose, qui est quand même une maladie qui existe encore, hein, mais très curieusement, on a quand même une différence très significative entre les grandes villes et les campagnes. On n'a pas le taux de... On a un taux de tuberculeux à Paris, dans les grandes agglomérations, qui est important à cause des brassages de population. C'est pas moi qui le dis, c'est les épidémiologistes. Par contre, en Limousin et en Charente-Poitou, il n'y a pas beaucoup de tuberculose. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est de dire, est-ce que, et je la pose, hein, est-ce que on pourrait faire un peu une vaccination à la carte? Parce qu'on a les moyens en plus de dépister assez vite cette maladie. La prévention secondaire, c'est autre chose. La prévention secondaire, c'est que la maladie s'est déclarée,
mais on ne le sait pas. L'exemple le plus clair, c'est le cancer du sein. Cancer du sein chez la femme, c'est tellement petit, ce qui justifie d'aller à la pêche. Et on va faire du dépistage. Faire du dépistage, c'est de faire, et vous le savez bien, mesdames, vous y allez régulièrement, tous les 2 ans, avec une mammographie, pour voir s'il n'y a pas une anomalie. C'est du dépistage de masse, mais c'est une maladie qui, initialement, ne donne aucun signe. On pourrait en citer d'autres. On pourrait citer le cancer du col de l'utérus, ce qui fait qu'on dépiste avec un frottis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Pardon? Non, vous avez le droit, hein? Le cancer du côlon, absolument. Il y a du dépistage du cancer du côlon quand on reçoit nos petits trucs là, avec le test pour voir si on a du sang dans les selles. Absolument. Il y a le VIH, hein, si on voulait aller jusqu'au bout. Il y a un certain nombre de gens qui sont porteurs du VIH sans aucun signe, qui sont porteurs sains, mais qui peuvent le transmettre. Donc il ne serait pas complètement délirant, lorsqu'on fait des analyses de sang, de demander aussi cette sérologie pour dépister. Donc ici, on est dans le dépistage. Et puis on a ensuite la prévention tertiaire. Alors la prévention tertiaire, c'est finalement, la maladie est vraiment déclarée, à l'inverse de la prévention secondaire. C'est vraiment déclaré, elle est survenue, et on peut donner 2 exemples qui sont fréquents, c'est l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral, où on va essayer de limiter la dépendance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi qui ai inventé cette formule, pour donner de la vie aux aînés. Et donc, ça va être la kinésithérapie, ça va être les traitements que l'on peut donner pour que ça ne se reproduise pas, les anticoagulants, etc., etc. Alors, la promotion de la santé dans tout ça. Est-ce que je suis en avance là ou pas? Oui? Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. La promotion de la santé, ça va être la mobilisation d'acteurs non sanitaires pour promouvoir la santé, pour essayer d'en faire de la pub, ce qui n'est effectivement pas complètement le cas. Comment on peut agir sur et avec des actions économiques, culturelles, politiques, pour promouvoir la santé? Et les gars, faites attention, quoi. Enfin, alors, il y a des mesures extrêmement simples. L'eau, l'alimentation. Alors, j'ai marqué, c'est de faire de la norme. C'est parce que on a maintenant, pour l'alimentation, le ABCD, là, vous savez, comment ça s'appelle? Très bien. Non, je vérifie que vous savez. Le Nutri-Score. Mais c'est aussi l'eau, évidemment. C'est limiter la pollution. C'est pareil. C'est aussi faire de la promotion de la santé. Et je dirais que de faire du vélo, c'est le type même de la promotion de la santé parfaite, si on exagère. Diminuer la pollution quand on fait du vélo, n'est-ce pas, Florence? Je fais du vélo. Ça donne, on fait de l'activité physique. Du coup, on va améliorer son état nutritionnel. Les obèses vont maigrir et les autres vont manger plutôt sainement pour essayer de ne pas être trop embêtés. Il y a moins de voitures, moins de bruit et tout le monde est content. Alors, on voit bien que finalement, tout ça, là, c'est cette limitation, il y a un problème de politique. C'est aussi un choix citoyen. Et ça, on le reverra à plusieurs reprises, le choix citoyen dans ces conditions. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière le mot politique un problème de liberté individuelle? Un problème de liberté individuelle. Agir sur les comportements, c'est un peu difficile, c'est un peu trop normatif, et puis après tout, si je fume un peu, si je bois un peu, je veux dire, vous m'emmerdez, moi, laissez-moi picoler un peu, fumer un peu, je fais mal à personne, laissez-moi avoir mon plaisir, sinon je vais devenir cinglé. Je schématise à peine. Hein. En fait, les risques sont mesurables. Hein. On sait qu'avec telle quantité, on risque ça, avec telle quantité, on risque ça. Ça, on peut le dire aux gens. Et je pense personnellement que la vraie prévention, c'est de dire aux individus qui prennent un produit à risque, ce produit est à risque, en leur expliquant s'ils veulent bien. Quelquefois, ils ne veulent pas. Vous choisissez en pleine connaissance de cause, voilà les risques que vous encourez, mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre propre liberté, et si vous voulez arrêter, on est là pour vous aider. Ça, de mon point de vue, c'est de la prévention à peu près cohérente. Enfin, ça a plus de sens. J'ai dû oublier quelque chose, là, non? Non. Il faut que j'aille vite, là, peut-être. Alors,
Prévention, ça va avec risque. J'allais dire avec vice, je me suis trompé, hein. Avec risque. Le risque, c'est la probabilité d'être malade, mais je suis un peu... En fait, c'est l'épidémiologie qui établit des relations statistiques entre des conduites individuelles et des problèmes de santé. Donc c'est l'épidémiologie qui établit des relations statistiques entre les conduites individuelles et les conduites à risque et les problèmes de santé. Je fume tant de cigarettes, je risque de... etc. etc. Puis la prévention, elle s'empare de ces conduites à risque. Et puis on va inciter les individus éventuellement à diminuer, à renoncer, et on va les prévenir. Ce qui fait que finalement, les campagnes de prévention, c'est des campagnes de prévention sur les comportements. Il faut changer les comportements des individus. On peut essayer de changer les comportements des individus, et pour changer les comportements des individus, il faut essayer de comprendre ces conduites. Alors, je n'ai pas voulu vous emmerder avec plein de... Enfin, ça, fallait pas le dire, ça, peut-être. C'est enregistré. Je ne voulais pas vous embêter avec beaucoup de chiffres et beaucoup de diapos. Mais on voit bien, là, c'est assez simple. C'est le poids des facteurs de risque à l'origine des cas de cancer évitables. Et là, vous avez le nombre de nouveaux cas de cancer attribuables aux facteurs liés au mode de vie et à l'environnement chez les adultes de 30 ans et plus en 2015. On voit bien qu'il y a un ennemi, là, énorme. Il n'y a pas photo. C'est le tabac. C'est le tabac. Et on voit que les gens qui militent pour le tabac actif, passif, tabagisme passif, ils n'ont pas complètement tort, mais c'est ridicule par rapport au reste. Hein. C'est le petit truc un petit peu plus foncé. Le deuxième, c'est l'alcool. Alors le tabac, ben, je peux vous faire un topo de 2 heures sur le tabac, ça ne me dérange pas, mais le tabac, c'est quand même, c'est redoutable, quoi. C'est des cancers, c'est la bronchite chronique, c'est les maladies cardiovasculaires, etc. L'alcool, est-ce la peine d'insister? Sachant que là, on va prendre que des gens qui vont un risque de cancer avec l'alcool. L'alcool, ça donne de la cirrhose. La cirrhose peut donner des cancers du foie. Mais là, on compte que les vrais malades. On ne compte pas les dégâts collatéraux. Alors, ce que j'appelle dégâts collatéraux, c'est pas bien de dire comme ça. Les dégâts collatéraux, c'est les femmes battues, c'est les enfants battus, c'est les problèmes sociaux, c'est les accidents du travail, c'est les accidents de voie publique, etc. Le reste, il n'y a pas un grand intérêt. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi, quoi. Il ne faut pas se battre contre... Bah, il faut se battre contre tout, là, hein, on est bien d'accord. Mais l'arsenic et le benzène, on est d'accord, ça donne. Mais c'est peanuts par rapport aux 2 grands fléaux que sont le tabac et l'alcool. Si, juste un truc, les UV. Les UV, parce que ça devient de plus en plus important. Là, les UV, là, déjà, ça a augmenté depuis 2015. Le cancer de la peau, hein, avec le soleil. Et ceux où il y en a le plus de cancer de la peau, c'est en Australie, où ils ont inventé des tas de combinaisons anti-UV. C'est le seul endroit où ils ont inventé ça, de façon à limiter les dégâts. Donc voilà. C'est Santé publique France qui avait publié ça, hein, en 2018. Attends, c'est là. Alors, de la même façon que ce que je disais tout à l'heure, de la même façon, faire de l'information, c'est bien, mais il ne faut pas être trop totalitaire, quoi. C'est les sociologues qui parlent d'homo medicus et qui disent, et on peut répéter, putain, il ne faut pas que je mange salé, il ne faut pas que je mange sucré, il faut que je mange 5 fruits et légumes, merde, j'en ai pris que 3, il ne faut pas que je fume, il ne faut pas que je boive d'alcool, il faut que j'ai une activité physique. Aucun plaisir là-dedans. Donc les gens risquent d'avoir une déprime réactionnelle majeure. Vous voyez, je suis pas un ayatollah il faut prendre tout ça en compte. Et j'ai retrouvé le Code de la jeunesse en Allemagne en 1939, écrit par Hitler. C'est assez étonnant, hein. Il écrivait « Ton corps appartient à la nation, ton devoir est de veiller sur ta santé, lave-toi les dents, tu dois avoir les dents saines, utilise tes muscles tous les jours pour être costaud, enfin, etc. etc. » C'est... Pour aller te faire tuer après. Pour aller te faire tuer après. Non mais, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut de temps en temps faire un peu attention à ce qui a été dit en tous les cas. Il faut essayer de garder la notion de plaisir, sinon je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Et que faut peser les avantages et les inconvénients de la conduite à risque et laisser à l'individu le libre choix, plaisir du moment ou risque à moyen terme. C'est un vrai sujet de philosophie, hein.
Ou de sociologie, monsieur? Non? Je sais pas. Alors l'État, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ben, l'État, il va intervenir dans une situation. Pour le tabac, il va intervenir quand, par exemple, quand il y a du tabagisme passif. Quand l'État est intervenu pour arrêter la cigarette dans les lieux de travail. Parce que les autres risquaient quelque chose. Pour l'alcool, c'est différent. Pour l'alcool, si vous picolez tout seul dans votre coin, que vous ne faites pas de tapage nocturne, que vous ne passez pas les meubles par la fenêtre, ou votre femme, ou peu importe, s'il n'y a pas trop de problèmes, ou si vous ne prenez pas votre voiture, il ne se passera rien. Par contre, si vous prenez votre voiture et s'il y a des troubles à l'ordre public, l'État est garant de la sécurité des autres. Autrement dit, lorsque les autres sont mis en danger, l'État monte au créneau. Lorsqu'il y a un risque pour la société. Alors on va aborder un sujet un petit peu difficile, moi je trouve, c'est la prévention et les inégalités sociales. Alors, quand on parle de prévention et d'inégalités sociales, c'est un petit peu embêtant parce que déjà, l'offre de soins entre la ville et les territoires, c'est quand même le grand écart, quoi. Quand on veut un scanner et qu'il est à 200 km et que ça sera dans 6 mois, quand on veut un médecin et qu'on est dans un désert médical, c'est quand même une catastrophe. Donc on voit bien que faire de la prévention dans ce genre d'endroit, ça devient extrêmement difficile. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, les actions de prévention n'existent que malheureusement dans les grandes villes, parce qu'il y a un impact majeur et parce qu'il y a des sous surtout. Alors, si au-delà de la santé des très pauvres, on va dire ça comme ça parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est notamment les sociologues. Au-delà de la santé des très très pauvres, et ceux qu'on ne peut pas compter quand on prend les populations insérées, mais qui travaillent, ouvriers employés versus cadres supérieurs, l'espérance de vie à 35 ans en bonne santé, eh ben, 7 ans de moins pour les ouvriers, point. Ce qui est incroyable, c'est l'obésité en CM2. L'obésité en CM2, elle est multipliée par 7 dans les milieux défavorisés. L'état bucco-dentaire, c'est exactement la même chose. On compte les caries, c'est multiplié par 5. Autrement dit, il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors évidemment, il faut encore essayer de modifier les comportements, mais quand on a une trajectoire socialement différente et modifiée d'emblée, ça devient extrêmement difficile. Alors je veux bien vous raconter, je vais vous raconter, je ne vous demande pas votre avis d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai fait à un moment, quand je travaillais, je travaille toujours d'ailleurs, à l'Institut des Hauts-de-Seine, qui est un institut de prévention, où il y a beaucoup de monde, on a beaucoup de sous, et on peut faire des choses intéressantes. Pour l'état bucco-dentaire, on a choisi d'aller dans du... Normalement, le financement, c'est le conseil, il ne faut pas le dire, c'est le conseil général, et normalement, c'est que les collèges. Nous, on a été dans des écoles communales, et particulièrement dans des écoles maternelles. Et on a pris des gamins d'une classe de maternelle, petite maternelle, et on a fait une cohorte. Alors, faire une cohorte, c'est prendre des individus, quelle que soit leur pathologie, et de les suivre pendant plusieurs années. Donc, on a pris des gamins en maternelle, et ils ont eu tous les 15 jours la venue d'un dentiste et la venue d'une nutritionniste, non, d'une diététicienne, qui leur a expliqué le b.a.-ba, enfin, des choses simples. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était tous les 15 jours, à la rabâcher, et c'est pas bien. Ben, oui, c'est pas bien. Moyennant quoi, on l'a fait dans 2 classes, on a suivi les gamins pendant 5 ans, on les a plus vus du tout, on les a récupérés quand ils étaient en fin de CM2, et tous les gamins qui avaient eu, dans les 2 classes de maternelle, qui avaient eu le message, il n'y avait quasiment aucune carie. Alors que les autres, ils se retrouvaient dans la population générale. Alors il faut se méfier aussi à Paris pour les caries, le dépistage des caries, parce que selon l'ethnie, on va avoir des différences énormes. Les blacks, ils n'ont pas de caries. Alors pourquoi n'ont-ils pas de caries? Parce qu'ils ne mangent pas de sucre. Ils n'en mangent toujours pas beaucoup. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Non mais attends, c'est... Bon bah écoute, je te donne j'ai des chiffres, moi. Ces chiffres-là, c'est quand même... Alors après, ceux qui en ont le plus, c'est les Maghrébins, parce qu'ils mangent très sucré, et les petits Français sont au milieu, sont entre les deux. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors comment on peut améliorer tout ça? Eh bien, on peut peut-être améliorer tout ça en justement s'occupant de la petite enfance un petit peu plus, en s'occupant des PMI. On va voir tout à l'heure que les PMI, c'est une catastrophe. Alors, place de la santé publique dans le système de santé. C'est le parent pauvre. C'est le parent pauvre, alors même que si c'était fait correctement, on pourrait avoir des résultats intéressants en 10 ans. Sur des choses simples. De mon point de vue, la prévention doit être au centre de toutes les préoccupations et doit arriver en tête. Sachant qu'il faudrait qu'elle fasse l'objet d'un grand projet, mais la chose la plus difficile, c'est que ce n'est pas voyant. C'est-à-dire que quand je décide aujourd'hui, chez un adulte, chez un enfant, imaginons que ce que je lui ai dit a été bénéfique, et il ne picole pas, il ne fume pas, je pourrais en tirer des conclusions que dans 50 ans. On préférerait avoir des résultats beaucoup plus rapides. Enfin, les politiques n'aiment pas ça. Ils veulent des résultats assez rapidement. Mais 50 ans, c'est long. Donc, ce n'est pas toujours très probant. Alors, je marque la mobilisation citoyenne. Ouais, parce que je pense que la mobilisation citoyenne a son rôle à jouer dans tout ce qui peut se passer. Dans la construction d'une autoroute, il faut que les gens aillent voir s'il y a des problèmes de santé derrière tout ça, ce qui est généralement pas bien vu, parce qu'on laisse faire les autres et puis on n'y va pas. Alors, et puis il faut essayer de reconstruire. Alors, j'ai marqué de plus en plus petit, vous voyez. La médecine du travail, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Il y a de moins en moins de médecins du travail. Ils sont de moins en moins bien payés, d'ailleurs. La médecine scolaire, n'en parlons pas, c'est encore pire. Et les médecins de PMI, c'est scandaleux. Voilà. Et on est en train de supprimer des PMI un petit peu partout. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, existe-t-il des obstacles à la prévention? Et même si on agit sur les risques, je vous l'ai dit, avec la prévention primaire, notamment chez les enfants, il y a des lobbies, et il y a des lobbies qui sont forts. Et vous allez voir que c'est absolument dramatique. En 1991, il y a un ministre qui a osé interdire la publicité sur les alcools. C'était Claude Évin. Ça a été un tollé épouvantable. Il a tenu bon, mais pas très longtemps. La publicité a été très vite limitée aux zones de production. Autrement dit, ils avaient le droit quand même de mettre des affiches à droite ou à gauche. En 1995, ils ont réussi à refaire de la publicité sur les stades en disant, écoutez, nous on finance plein d'associations sportives de jeunes, laissez-nous faire de la publicité. Et alors là, je dis, moi qui fais de la prévention de l'alcoolisme chez les gamins, c'est épouvantable. C'est épouvantable. On les habitue à boire des choses qui ne sont pas de l'alcool, mais qui y ressemblent fortement. Et qui ont un taux d'alcool permis, c'est-à-dire 3-4 degrés, mais ça leur donne l'habitude. Il y a des petites bouteilles qui ressemblent à de la Smirnoff, là. Très sucrées. C'est dramatique. Bon, je pourrais multiplier les exemples. En 2000, on dit qu'il faut faire de la publicité sur les qualités gustatives, voire médicales, de l'alcool. Et paf, on en remet une couche. Et en 2009, la publicité est repermise sur Internet. Donc, c'est dramatique parce que, si vous voulez, l'INPES, qui est l'Institut national de la prévention et de santé, est un petit peu embêtée parce que c'est elle qui fait les campagnes de prévention en France, et ceux qui sont dans les trucs, pas dans les associés, dans les réunions pour essayer d'établir des choses pour limiter l'alcoolisation, ce sont tous, à 90%, ce sont des alcooliers. Pas des écoliers, des alcooliers. Voilà. Donc c'est terrible. Alors pour la loi, pour le tabac, Évin, il a fait très bien. Il a empêché ça a pas mal marché au début. C'était en 1991 aussi. Mais petit à petit, on a pu montrer en termes statistiques que si on voulait changer le comportement, il y avait un truc à faire, c'est d'augmenter le prix. Peu importe, on est d'accord ou pas d'accord, moi je trouvais ça plutôt bien, et d'augmenter beaucoup, parce qu'au moins pour une fois, c'est les riches qui auraient eu des cancers du poumon. Donc j'étais plutôt content, mais c'est pas aussi simple que ça. On sait que le paquet de cigarettes en Grèce, c'est 5 €. 60% de la population fume. En France,
C'est 10 euros, quoi. Et on va dire 10 euros, grosso modo. En Nouvelle-Zélande, c'est 20 euros. Et en Australie, c'est 30 euros le paquet. Il est complètement montré que quand on augmente d'au moins 10% le prix du paquet de cigarettes, on va avoir un gain identique en diminution de tabac. Donc quand on augmente de 10%, il y a 10% d'individus qui vont pas fumer, qui vont moins fumer, enfin qui vont plus fumer, qui vont s'arrêter. Donc ils font tout ça dans tous les pays, sauf la France. La France augmente toujours ils ne veulent pas augmenter de 10%. Ils augmentent tous les ans de 2 euros. Ce qui fait qu'en augmentant de 2 euros, la consommation... Pardon? Voilà. 2 euros sur... 10 euros, 12 euros, 14 euros. Oui. Bon, écoutez, je peux vérifier, je crois que... Non. Non, non, bah non. Ils augmentent de 2%, vous avez raison. Et en augmentant de 2%, ce qui est extraordinaire, c'est que la consommation ne diminue pas, mais par contre, l'État va toucher sur les cigarettes en plus qui sont vendues. Donc, vous voyez que de temps en temps, l'État se conduit aussi comme un lobby. L'État se conduit comme un lobby. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Pardon? C'est international aussi la vie actuellement. Pour l'alcool. Oui. En Angleterre, c'est permis la publicité. Bien sûr. Quand on voit le tournoi destination. Bien sûr. Et là, vous êtes en train d'évoquer deux choses. D'abord, les Anglais sont... Ils boivent pas la même chose que nous. Ils n'y sont plus, mais quand ils y étaient, c'était pareil. Oui, absolument. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on introduit sans arrêt l'alcool dans le sport. Mais ça, c'est un autre problème. Et quand on prend des statistiques, quand on voit les gamins que je vois moi, sur le Giga, les premières cuites qu'ils prennent, je suis désolé, hein, c'est aux buvettes après le match de foot. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est la buvette après le match de foot. Ils le disent. Je peux vous parler une autre fois, si vous voulez, de toutes les drogues que vous voulez. Mais moi, j'ai des retours de temps en temps qui sont étonnants. Moi, je me rappellerai toujours ce gamin de 12 ans, c'était il y a quelques années. Gamin de 12 ans qui dit, bah, bon, je voudrais... Alors, quand on les voit, il n'y a pas les profs. On les voit séparés, on en voit 3 ou 4 à la fois. C'est pas dans l'enceinte du lycée, parce que c'est dans un gymnase que nous donne une municipalité. Et on parle de ce qu'on veut. Moi, j'étais à la table toxicomanie, et il y en a un qui me dit, bah, vous allez me parler de la toxicomanie. Alors, il me dit, j'aimerais bien que vous parliez du cannabis. Bah, je dis, oui, bah, alors, voilà, on va parler du cannabis. Donc, je lui donne de l'information assez standard sur le cannabis, en essayant de l'attirer, en disant, pourquoi on appelle ça du shit? Pourquoi on appelle ça du shit? C'est de la merde. Ben, pas du tout. C'est parce que c'est mélangé à de la merde. C'est-à-dire que pour faire du shit, on mélange la bœuf avec du caca de dromadaire. C'est pour ça qu'il y a des odeurs un peu différentes selon les régions d'où ça vient. Du caca de dromadaire, oui. Il mélange pour faire le... Et donc ce gamin, je lui dis que bon, il me dit, ouais, je sais bien, c'est pas bien. Si tu fumes combien? Ben, il me dit, oh, peut-être 2-3 pétards par semaine. Quand ils disent 2-3, c'est plus, hein. Mais 2-3 pétards par semaine. Ben, je dis, tu sais, qu'est-ce que tu en penses? Mais il dit, monsieur, 12 ans. Il vaut mieux que je fume 2 pétards par semaine ou que je rentre bourré tous les soirs comme mon père? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ah non, c'est pas Coluche, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, malheureusement. Donc je dis simplement qu'actuellement les campagnes de prévention, toutes les campagnes de prévention ont plutôt un effet, comment j'ai marqué? Ouais, un écho positif. Alors après, on pourrait parler de l'efficacité. Est-ce qu'il y a une grande efficacité des campagnes de prévention? La réponse est pour certaines non. Pour certaines non. Et ce qui est intéressant, c'est que, mais je ne vais pas vous le sortir, il y a 150 pages, il y a le rapport de la Cour des comptes de 2021 qui montre bien que dans un certain nombre de situations, eh ben, il vaut peut-être mieux guérir que prévenir. Mais on va pas aborder le sujet aujourd'hui. Non, mais parce que ça coûte quand même 15 milliards d'euros, hein, la prévention en France, actuellement. C'est 0,06% du PIB. Comme les États-Unis. C'est à peu près pareil. Sauf qu'il y a 2 pays actuellement. Alors ça, c'est important. Si, c'est important. Il y a 2 pays actuellement, c'est une catastrophe, alors qu'ils ont fait de la prévention. Le premier, c'est la Russie. Depuis Helsinki,
quand Gorbatchev est parti, ça a été une catastrophe, puisque l'alcoolisation est montée en flèche, le tabac est monté en flèche, la malbouffe est montée en flèche, et pour la première fois depuis de nombreuses années, on va avoir une diminution, on a une diminution de 3 ans de vie pour les Russes, en moyenne, dans l'espérance de vie. Quoi? L'espérance de vie en Russie est de 64 ans. Ouais, ben c'est ça. Alors comparé à nous, c'est une catastrophe. Mais on est bien d'accord. Si maintenant on prend les États-Unis, alors si maintenant on prend les États-Unis, ce qui est terrible aux États-Unis, c'est que la prévention n'est pas la même sur la côte ouest et sur la côte est et dans le Middle West, puisque c'est un État fédéral, chacun fait ce qu'il veut. On a par exemple un taux de tabagisme à San Francisco ou Los Angeles qui est à 20%. Nous, on est à 38% de tabagisme. Eux, ils sont à 21%. Autrement dit, ça marche. Mais d'un autre côté, l'espérance de vie, là aussi, a diminué de 2 ans. Alors, je ne sais pas combien il était, Jean-Charles, hein, mais il a diminué de 2 ans. Et on commence à décrire aux États-Unis des choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'il y a une maladie très particulière qui s'appelle quoi d'ailleurs? Le NASH, la NASH. NASH, qui est la non-alcoolique cirrhose à cause du sucre. Eh bien, les premières NASH aux États-Unis ont été décrites. C'est la stéatose hépatique. Bon, enfin, tu me casses ma baraque, merde. Mais je te remercie beaucoup. Mais enfin, c'est ce qu'il vient de dire. Et cette NASH, on l'a décrit pour la première fois chez des gamins de 13 ans. Il y a des cirrhoses chez des gamins de 13 ans aux États-Unis uniquement parce qu'ils mangent du sucre. C'est absolument abominable. Abominable. Voilà. Et parce que les industriels américains s'en mettent plein les poches et continuent à... Tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit? Donc voilà. On ne va pas aller plus loin. Je vous ai parlé un peu de l'alcool, beaucoup d'alcool, beaucoup du tabac. Mais les trois grandes les maladies les plus fréquentes en France, hein, vous savez ce que c'est? C'est le diabète. C'est le diabète. Après, c'est les maladies cardiovasculaires et c'est les cancers. Voilà les trois têtes de liste de maladies qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale, en tout cas. Bon, ben voilà. Je ne sais pas si vous avez... Merci. Vous avez plein de questions? Est-ce que j'ai tenu les délais? Parce que d'habitude, j'ai été un peu... Excellent. Excellent? 20h03. Putain, je suis bon, hein, quand même. Ah ouais. J'ai dû oublier des trucs, donc. Vous avez des questions à poser? Non? Tout est clair. C'est formidable. Non? Pas de questions, Yvan? Ouais. La prévention du travail. La médecine du travail. J'ai appris ce matin qu'en France, il y avait 2 morts par jour sur les Alors, accidents du travail. j'ai choisi de ne pas... Tu as raison, c'est ça. C'est ça. J'ai choisi de ne pas vous parler du travail. J'ai choisi de vous parler uniquement des problèmes de santé publique au sens strict, avec ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas. J'aurais peut-être dû vous dire que je ne prévoyais pas de faire ça initialement, mais on peut un jour en parler si vous voulez. Hein. Mais tu as tout à fait raison. Et c'est une lacune là-dessus, parce qu'on ne peut pas tout dire en 1 heure, quoi. Jean-Charles. Non, tu as très bien fait de terminer par le diabète, parce que quand même, le diabète de type 2, c'est une épidémie mondiale. Alors, et puis il y a un autre problème que soulève la Cour des comptes. Il y a 700 000 diabétiques de type 2 qui ne sont pas découverts jusqu'à présent. Mais on sait qu'ils existent. Ils n'ont pas été dépistés. On est mauvais au niveau du dépistage du cancer du sein, même si ça paraît très bien, par rapport à d'autres pays. On est mauvais, enfin on est mauvais, on en trouve, hein, c'est pas... Mais on est 10% moindre que dans d'autres pays, notamment l'Angleterre ou l'Italie. Je n'ai pas de... Ils sont en train de travailler là-dessus, moi je ne suis pas compétent. C'est un constat. Pourtant les choses sont faites. Maintenant, peut-être parce qu'on est français, j'en sais rien, mais voilà. Mais pourquoi les Anglais viennent se faire soigner en France? Ben, les Anglais viennent se faire soigner en France, notamment pour de la chirurgie, parce qu'ils attendent très longtemps là-bas. Mais les Anglais, en termes de prévention, ils sont plutôt bons. Ils sont plutôt meilleurs que nous. Hein. Même la prévention d'alcool. Mais ils ne boivent pas la même chose. Ils boivent surtout de la bière. Ah, j'ai pas dit que c'était bien. Et ça change? Ben, ça change un petit peu, ouais, c'est moins alcoolisé, voilà. Non, pas beaucoup. Mais je peux vous donner, si vous voulez vous taper les 150 pages
Moi, je peux vous le filer, hein, Mario. Je peux te filer les 150 pages, ils en parlent. Hein. Non, mais je veux dire, il y a des schémas et tout, quoi. Je veux dire, on peut être beaucoup plus précis que ce que je n'ai été. Mais sur le diabète, je trouve que j'ai deux petits-fils à l'école primaire. Ils rentrent tout le temps avec des bonbons Haribo, je ne sais pas quoi. Oui, des barres chocolatées. Oui, et je comprends pas pourquoi ils ne font pas une promotion de fruits, de fromage. C'est pas l'école qui donne des cours. Mais il y a des écoles qui font des C'est pas la famille. C'est la famille, hein. Oui, mais des anniversaires dans une classe, il y en a 30. Voilà, c'est des trucs qu'il faut arrêter. Ça. Et alors, il y a de plus en plus d'enfants diabétiques 1. Alors, il y en a un tout, ouais, ça augmente un petit peu. J'ai pas d'explication. Le diabétique de type 1, c'est vraiment une maladie, enfin, c'est génétique avec de l'insuline très rapidement. Mais ils ont un avantage, ces enfants-là, c'est qu'ils sont... Alors, tout ce qu'on sait sur les diabétiques de type 1 du sujet jeune, c'est que la prise en charge est extrêmement sérieuse et qu'il va y avoir moins d'ennuis que des diabétiques de type 2. Vous voyez ? Finalement, le diabète, il est dû à quoi? Alors, le diabète, il y a deux, c'est très facile, si je schématise. Ou, pour que le sucre, on en a besoin pour donner de l'énergie. Pour que le sucre rentre dans la cellule, quelle que soit cette cellule, il faut de l'insuline. L'insuline est la forme de passage, c'est la clé qui permet au sucre de rentrer dans la cellule. Quand il n'y a pas assez d'insuline, quand il y a un déficit en insuline, eh ben, ça ne rentre plus dans la cellule et ça grimpe dans le sang. Ça, c'est la première cause de diabète. C'est le diabète de type 1, le diabète insulinodépendant. Et puis, il y a le diabète de type 2. Et le diabète de type 2, c'est pas du tout ça. C'est que je mange tellement de sucre que je ne vais pas réussir à faire rentrer tout dans la cellule, quoi. C'est ça l'idée. C'est quelqu'un qui avait du diabète, donc le diabète 1, qui ne mangeait pas du tout de sucre, qui faisait attention, et il avait quand même du diabète. Et il fallait qu'il se sépare. Ben, c'est pas la même chose, quoi, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et quel est le danger d'avoir trop de sucre dans le sang? Alors, il est clair, le danger, il est clair, c'est qu'il va y avoir des dépôts d'artériosclérose dans les artères. Donc, plus on a de sucre, plus on a de dépôts, plus les artères se rétrécissent, et plus on va avoir d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, etc. etc. Et les problèmes de vue. Non mais, oui, vous avez raison. Là j'ai évoqué plus des choses qui sont potentiellement mortelles rapidement. Alors, j'ai pas dit que la vue, c'était pas... Mais les problèmes de vue... Mais si vous voulez, quand on découvre un diabète de type 1 ou de type 2, de toute façon, le bilan va comporter le cardiologue, l'ophtalmologiste tous les 6 mois. Hein. Ça, c'est clair. Alors, attends. C'est exactement le problème. Comment faire percevoir à un gamin de 12 ans, quand tu lui dis... Quand il aura 60 ans, tu vas crever du tabac quand tu auras 60 ans. Mais il en a rien à foutre. mais c'est exactement la même chose avec les problèmes. Oui, mais j'utilise des mots plus... On a des mamans qui, pour avoir la paix, prennent la tétine, la trempent dans du miel et donnent le miel à leur enfant. L'enfant, il est content, il a du miel. Mais tu vois, le bébé, le nourrisson... Non, mais on est bien d'accord. Sachez quand même que depuis l'année dernière, un enfant de 8 ans a mangé autant de sucre que son grand-père pendant toute sa vie. Mais on s'en fout des droits. Enfin, oui. Non, c'est très bien tout. Non, mais pourquoi illicite? Le tabac, c'est une drogue licite. Non, je veux les illicites. L'alcool, c'est une drogue Le licite. cannabis, Mais oui, mais écoute. le problème des trucs illicites. Regarde, il y a un truc qui a été fait là. Vous êtes au courant là, sûrement, tu es au courant. Ils ont regardé pour les gamins de moins de 18 ans ce qui se passait s'ils allaient demander des paquets de clopes aux buralistes. C'est interdit. Ils n'ont jamais de problème. Ils ne sont jamais inquiétés. On ne leur donne pas d'informations. Ils ne sont pas punis. Ils ne sont pas réprimés. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien, quoi. Le buraliste, il veut vendre. Et l'État veut s'en mettre plein les fouilles. Ben oui, on est d'accord, ce que je dis tout à l'heure. Terrible. Enfin bon, voilà. Très bien. Nous, on va aller manger au resto, là. On va s'en mettre plein la gueule.